En deuxième partie de l'émission, nous allons retourner sur un sujet qui fait actualité, qui fait un pile bruit, et une fois émission spéciale sur ça, c'est le retrait de la Citibank en Haïti. Et bien, ça fait un pile bruit parce qu'on est en période côté que vraiment situation économique est tellement décourageante, donc on a retiré l'argent, donc le fait que l'institution a été dans le pays depuis 1974 et 50 ans plus tard, il a décidé de prendre une décision, nous allons regarder ce qui a passé en Afrique, parce que l'Afrique supposée plus intéressée nous c'est ici. Nous avons frères parce que c'est là nous sortis mes amis. Donc, il y a des problèmes en commun. Donc, comment pour nous garder Kenya qui vient là, qui a bonne sécurité, mais ça nous apprendre tout. Pas simplement sur le plan politique, mais également sur le plan économique, sur le plan financier, qui problème qu'il y a à vivre. Et me dit ça déjà au niveau de croissance pour le 30e anniversaire, là, il y a des échanges dans le PCF avec la mère patrie, c'est qu'on s'en relève, là, ça va l'Afrique, nous avons des contacts du côté de Kigali, Rwanda, et pendant Kenya, on regarde ça qui a passé. D'ailleurs, Kenya a vécu un problème. Journée aujourd'hui, pourquoi j'aime finir, moun prend la rue contre loi des finances que M. Ruto, président, a publié, M. est obligé de révoquer tout le monde dans le gouvernement, le réforme gouvernement, pour y mettre 4 personnes dans l'opposition là-dedans. Nous sommes capables de Kenya, répondre à la bonne sécurité. Nous avons un petit parole tout là, fait loi de finances, nous rappelons un budget criminel. Pas oublier, me dit ça, c'est le premier pays dans le monde, nous, mais fait un premier. Côté que les gens prennent la rue pour faire, ça est capable de budget. Parce que dans le monde, l'éducation économique et financière n'est pas tellement élevée pour nous comprendre toute bagaille ça, non? Il y a des pays qui avancent passé dans la prise de conscience sur faire budget. Eh bien, nous avons dit Kenya, mais comment bagaille, mais ça qui est passé et fait échange ça. Il y a une intention ça. Pour ne pas arrêter simplement, nous avons fait des armes et comment pour la sécurité. Eh bien, si nous avons pick up ça qui passé et nous fait échange, il faut l'idée. Parce que le problème pas plus semble à Kenya, à Rwanda, République démocratique du Congo, Sénégal qui ressemble avec la France ou encore les États-Unis. Ce n'est pas le même problème, c'est deux problèmes différents que oui. Eh bien, donc c'est dans ce sens, ça nous va attendre comment que ça ne t'a pas parlé en Haïti, soit fait Citibank qui quitte là. Au niveau de l'Afrique, il y a vivre même bagaille ça. Entendez ça, comment que des banques commerciales au niveau mondial ont quitté l'Afrique pour retourner dans le pays et pour quelle raison on suit ça. Alors, vous l'aurez certainement entendu, Société Générale, la grande Société Générale, est en train de céder plusieurs de ses participations dans des filiales en Afrique, notamment en Afrique francophone, subsaharienne, et même elle a déjà cédé sa participation au Maroc. Société Générale est juste l'une des dernières banques françaises parce qu'avant elle, il y a eu BNP Paribas et il y a eu le groupe BCPE, le groupe français BCPE, qui a aussi cédé ses participations sur le continent africain. Alors, pourquoi est-ce que ces groupes bancaires quittent le continent? Je vois déjà les panafricanistes crier « Hurrah ! Victoire ! Ces Français que nous n'aimons pas ont décidé de partir, tant mieux !» Il y a peut-être un peu de cela, je ne saurais le dire, mais techniquement, il y a une raison technique et c'est ce que je vais partager avec vous. D'ailleurs, vous savez que les banques françaises ne sont pas les seules à quitter, elles ont d'ailleurs résisté. Parce qu'avant les banques françaises, il y a eu des banques britanniques, notamment Barclays ou encore une banque comme Standard Chartered Bank. Donc, ces banques ont décidé de quitter l'Afrique. Elles étaient effectivement les plus présentes en termes de banques de détail. Mais pourquoi elles ont décidé de quitter? Il y a une raison purement financière. Prenez un exemple. Si vous décidez, et là c'est l'occasion pour moi de vous parler d'une notion de l'investissement qu'on appelle la rentabilité financière. Si vous prenez vos 1000 francs CFA, vous décidez d'investir ces 1000 francs CFA et vous dites que ces 1000 francs, pour que vous gagnez, doivent vous rapporter 15%. Mais que ces 1000 francs ne vous rapportent que 5%. Vous conviendrez avec moi que vous êtes en train de perdre. Et donc, le problème, c'est que Bâle III a imposé des règles qui obligent ces banques à augmenter leurs fonds propres par rapport à leur exposition des risques. Or, on estime que l'Afrique est un continent risqué. Donc, ces banques avaient l'obligation, pour la composante africaine,
d'augmenter leurs fonds propres. Malheureusement, l'augmentation de ces fonds propres ne leur garantissait pas qu'il y aurait une augmentation de la rentabilité financière, c'est-à-dire le bénéfice divisé par les fonds propres. Même si le bénéfice de ces filiales africaines a augmenté progressivement au cours des 20-10 dernières années, la rentabilité financière n'y était pas. Vous savez, c'est comme si vous avez 100 francs de bénéfice aujourd'hui, ça vaut 6% de vos fonds propres, et demain vous avez 150 francs de bénéfice, mais ça ne vaut que 3% de vos fonds propres, la rentabilité financière n'y est pas. C'est pour ça que ces banques ont commencé à dire, hey, nous sommes en train de perdre de l'argent. La deuxième chose, c'est que si la rentabilité des fonds propres ne suffit pas, on peut soutenir cela avec de la dette. On appelle ça l'effet de levier. Si vous entendez un jour ce mot, ne soyez pas impressionnés. Ça veut juste dire que je gagne 3% avec mon argent. Je décide de prendre l'argent de mon ami, je mélange avec le mien, sauf que lui, il me fait une dette, il me fait un prêt que je vais lui rembourser avec intérêt. Et je dis que nous allons donc maintenant générer une grosse rentabilité. Je vais passer à 6% et lui, il va prendre ses intérêts. Sauf que même avec la dette, BAL 3 est venu dire qu'il y a un niveau de dette qu'on ne peut plus prendre pour engager dans un type de risque. Et donc les banques étaient coincées. Enfin, et c'est vrai, on a vu l'émergence des banques africaines. Vous avez des groupes comme BGFI au Gabon. Vous avez des groupes comme Coris Bank au Burkina Faso. Vous avez au Cameroun un groupe comme Afriland First Bank qui est devenu la première banque du pays. Je ne parle pas des banques marocaines, Attijari Wafa, Bank of Africa, Banque Centrale Populaire, qui sont présents en Afrique de l'Ouest francophone et qui ont grappillé des parts de marché. Donc, du coup, dans cet environnement technique, ces banques françaises ont décidé, il est temps pour nous de nous retirer. Alors, je vous pose la question, peut-être qu'il y a de l'anti-français. Moi, je ne sais pas ce que c'est parce que je ne suis anti aucun pays. Mais maintenant, si vous mettez vos 1000 francs quelque part et qu'au lieu des 15% que vous espérez gagner, vous ne gagnez progressivement que 5%, puis 2%, puis 1%, qu'est-ce que vous allez faire? Surtout si vous savez que vous ne pouvez pas gagner davantage. Allez-vous rester là et continuer de perdre de l'argent ou allez-vous partir? Je vous laisse sur cette question et j'espère que vous allez partager cette vidéo afin que tout le monde puisse avoir le même niveau d'information. J'attends aussi vos contributions. Peut-être que mon argument technique n'est pas plus intéressant que l'argument des panafricanistes. Donc, on se regarde là et aux vidéos que mon habitué dans l'émission, ça, un pile parole qui parlait là, nous connaît, à savoir le système bancaire, comment il fonctionne, à savoir des gens qui ont déposé comme, donc, banque sont intermédiaire que lié, comme ça, qu'on dépose à un taux X%, eh bien, il va le bail crédit avec, il va faire l'argent de travail, à un taux Y qui est supposé supérieur à X là, pour le l'argent en main. Son business lié, même j'ai un vendement, mango, papaye, quelque chose à fouiller, et bien l'argent, si vous quittez le dormi, quel c'est pour que l'homme banque là, eh bien, tu as perdu rentabilité financière. Et monsieur était clair là, bien parlé, à la manière dont tu es capable de dire africaine, nous, pour nous connaître mon frère, pour nous voir comment que l'argent fonctionne. Et il explique pour qui ça que les banques, pas simplement françaises, parce qu'on est laissé frapper en pile en Afrique avec la France. En pile pays en Afrique, même en Haïti, c'est la France qui a colonisé nous. Mais nous, ouais, Barclays, une des plus grosses banques qui gagne dans le monde, et c'est banque en Angleterre, elle quitte tout, donc, on retraite faite, et c'est une occasion pour que pays eux-mêmes apprennent et nous montrer ça. Une banque du Canada qui a quitté le pays, Sogebank acheté licence liant et Sogebank Jodia, deuxième banque pays. Unibank lui-même, il y a des acteurs qui travaillent dans Sogebank qui disent pour ça ne va pas faire banque par nous. Donc, eux-mêmes, il fait de manière organique, il crée banque par eux, qui est la première banque dans le pays. Bon, BNC, ça ne t'a capable de lui-même. Tu es là depuis longtemps, début 20e siècle, pour ne pas dire 19e siècle même. Donc là, nous avons gagné BRH qui va diviser par le BNC. Ensuite, 73, je crois, BUH, lui-même, c'est la première banque privée haïtienne. Il en vend toute notre gros banque ça venir.
Capital Bank pour venir par la suite. Mais nous voyons à travers l'histoire comment que Citibank qui quittait là, tu as Chicago Bank, Chicago qui là tout, tu as un banque Canada qui là, c'est que Soge Bank t'a acheté là, Banque Nationale de Paris. Et je m'attendais non ça encore à travers le monde. Est-ce que lui-même était fait une acquisition, comment ça passait? Donc nous parlons ouais que le système bancaire qui peut financer donc les gens qui ont colonisés aujourd'hui a commencé à comprendre le banque et tout. Mais nous avons besoin d'un approfondissement quand même de système financier. Et nous avons un international, comme je parlais là, BAL, sont une zone qui en Suisse, et bien c'est là que il y a des réunions faites parce que un système financier, son bail mondial, les connectés sont entrées sorties qui est là-dedans. Et on a des fois une conformité parce que la mauvais argent qui a passé là tout et pays a veillé autour. Donc un paquet de principes, normes, lois qui existaient et les banques là qu'on y a va dire que d'accord ou là on prend risque, faut augmenter fonds propres et nous déjà on banque qui va les ratios pour les professionnels et dit qu'on pas quand on est venu simplement prendre risque à l'argent moun non. Ratio coût la mandé que ou même pas un problème pour prendre l'argent moun mais ou même fonds propres est extrêmement important. Il faut nous comprendre tout comment le système bancaire fonctionne. On n'a pas les banques et bien connaît que plus fort l'argent c'est l'argent épargnant yo. Sur 100 gouttes de dans banque là, fonds propres actionnaires c'est 10, après c'est 90 là c'est l'argent épargnant. Donc si on prend un risque avec un dépôt, donc on parle ouais que banque là lui-même il vient plus protéger tête, il dit ah, OK d'accord, si bah la passe mal, risque là élevé, on connaît pas qu'à craser, surtout banque qui plus gros parce que on va dit too big to fail. Parce que les crise bancaire dans le pays, le problème n'a pas été pour actionner banque là non. Le problème c'est pour lié tout parce que c'est l'argent pour qui là-dedans. Et comme on même ou lié à politique là, et c'est problème acteur politique là. Et ça acteur politique pas obligé faire. Il pas obligé qu'on y a porter l'argent côté le comme ça retourner à budget. C'est comme qu'on bail le taxe ou l'impôt que l'État prend et s'il pas gagne la fait dette pour empêcher que gagner ça ne t'a capable brûler un éclatement qui fait parce que une crise bancaire son bagage qui vient avec une crise politique. La République dominicaine connaît ça dans les années 2000 avec Baninter et jusqu'à présent a payé conséquences là. Donc nous comment tout élément lié en quelque sorte. Donc nous voulons faire analyse ça pour nous. Mais nous allons en plus en profondeur. Nous allons regarder une bonne partie dans l'émission que tu as faite en Afrique sur encore même sujet et pour nous comprendre que la finance son bagage pour que nous maîtriser beaucoup plus non seulement au niveau individuel mais au niveau des communes, au niveau national parce que il va jouer tout élément ça. Donc on suit pour nous garder avec un pile attention, ça nous apprendre de sujets à développer que les retraits de Citibank en Haïti pour nous comprendre si c'est un bagage local lié, son bagage au niveau mondial, les banques des pays les plus avancés, ils retirent tête dans le pays dans le studio et pays dans le studio cap organiser et comment pour mieux organiser pour pas arrêter simplement au niveau bancaire mais pour entrer dans ce qu'on appelle des banques d'investissement parce que c'est là où on est capable de bailler des crédits à moyen et long terme. Moi, montre un chiffre déjà. Il y a plus que 500 milliards de gouttes de dépôts dans le système bancaire haïtien. Mais il y a moins que 20% dans 500 milliards de gouttes qui pourraient allouer à du crédit. Pour qui ça? Parce que nous-mêmes, tout, l'argent de la banque, nous mettons sous deux formes. Dépôt à vue et dépôt d'épargne. Dépôt à vue, on peut retirer l'argent n'importe qui l'heure. Dépôt d'épargne, c'est un contrat qu'on peut gagner pour 12 mois. Donc, si vous êtes capable de retirer l'argent rapidement, donc la banque n'est pas capable de prendre bloc ça, qu'on pas quitter le maintenant, pour le faire crédit sur 5, 10, 15 ans. Donc, c'est un mismatch que vous gardez dans le système financier. Donc, pour que la banque soit capable de faire crédit, il faut nous-mêmes nous quitter comme là beaucoup plus longtemps. Mais par manque de connaissances, manque d'éducation financière, eh bien, nous pas fait contrat ça avec banque là. Donc banque là, même s'il t'a voulu bail crédit à long terme, mais nous-mêmes, jeunes mettez comme nous en dépôt de AV, dépôt d'épargne qui représente près de 80% l'argent qui est dans le système bancaire nous voulons dire banque là, nous pas prêter l'argent pour prêter comme pour 20, 25 ans parce que moi-même on peut récupérer l'argent dans n'importe qui là. Ensuite débat ça sur le continent africain, particulièrement du côté de l'Afrique de l'Ouest.
nous pourrons joindre 3 acteurs qui pourront vraiment montrer nous comment gérer l'argent en Afrique et en pile nous pourrons le temps de là intéresser nous-mêmes dans le pays d'Haïti. En 2024, en attendant le Sénégal et la Côte d'Ivoire en 2025, un désengagement au pas de course qui confirme un mouvement entamé par le Crédit Agricole et BPCE dans la foulée de la crise économique de 2008. Des départs qui, selon l'agence de notation internationale américaine Fitch, sont positifs pour le secteur bancaire africain avec une possibilité pour certains groupes bancaires aux ambitions panafricaines à terme d'acquérir suffisamment d'envergure pour concurrencer les institutions établies de longue date. Les Africains vont aussi largement en profiter car les grandes banques françaises étaient réputées pour la rareté du crédit aux acteurs nationaux au profit des multinationales. Les entreprises françaises peuvent-elles être compétitives au-delà de l'influence politique de Paris? Pourquoi ces banques françaises sont-elles incapables aujourd'hui de rester leaders face à la concurrence féroce des réseaux bancaires panafricains? C'est entre autres les axes qui vont meubler ce débat, le débat de face à l'actualité de ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur la télévision panafricaine, sur Afrique Média. Bienvenue à ce rendez-vous du savoir. Nous parlons justement des banques françaises aujourd'hui. Peuvent-elles survivre avec la perte d'influence de Paris? En d'autres termes, est-ce qu'au-delà de l'influence politique de la France, les banques françaises ou alors les entreprises françaises sont capables d'être compétitives sur le continent africain? Nous en parlons avec des experts de haut vol, notamment nous recevons sur ce plateau de face à l'actualité le docteur Jean-René Ndouma, expert des marchés financiers, également auteur du livre Disruption monétaire et financière au Centre Afrique. Docteur Jean-René Ndouma, bonsoir et bienvenue sur le plateau de face à l'actualité. Bonsoir Jean-Hugues, merci de m'avoir invité à face à l'actualité. Bonsoir à tous mes copanélistes, les éminents experts que vous allez certainement introduire. Bonsoir à l'équipe technique. Bonsoir surtout aux millions de téléspectateurs qui sont scotchés sur Afrique Média pour nous suivre ce soir. Je salue le monde. Merci. Vous avez parlé d'éminents experts, Jean-René Ndouma. Nous recevons bien sûr également Achille Eke. Achille Eke est banquier et expert en haute finance, PDG de la banque d'investissement The Washington Valuation Group, basée à Washington, aux États-Unis, Washington DC. Achille Eke, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Jean-Luc Ambodo. Merci pour l'invitation à cette super émission. Je dis bonsoir à toute la galaxie panafricaine qui nous écoute ce soir et bien sûr à tous les techniciens, n'est-ce pas, qui permettent à ce que cette émission ait lieu. Merci pour votre invitation. Voilà, nous allons également avoir au cours de cette émission, de cette sortie de face à l'actualité, droit aux analyses du docteur Célestin Tchakouté-Lengue, économiste, écrivain, auteur du livre Les privatisations en Afrique, l'exemple du Cameroun que nous devrions recevoir depuis Yaoundé. Voilà, nous allons ouvrir cette émission avec vous, Jean-René Ndouma, docteur Jean-René Ndouma. Les entreprises françaises, en tout cas les banques françaises, accélèrent le pas pour quitter le continent africain. On se demande aujourd'hui, est-ce que ces entreprises françaises peuvent être compétitives au-delà de l'influence politique de la France, notamment est-ce qu'il y aurait peut-être pas des faiblesses au sein de ces entreprises françaises qui font qu'aujourd'hui elles ne pourraient pas s'en sortir au-delà justement de cette influence française-là? Alors, le constat qui est fait depuis un certain nombre d'années, celui selon lequel les groupes bancaires français qui sont implantés dans un certain nombre de pays africains depuis des décennies commencent à céder leurs actifs à d'autres banquiers, ne peut pas être un constat lié à un phénomène hasardeux. Lorsqu'on regarde l'évolution et la vitesse avec laquelle cette cession d'actifs se fait,
dans plusieurs pays, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord, puisqu'il y a la Tunisie, il y a le Maroc, vous avez les pays comme le Ghana, on a la Mauritanie, en Afrique centrale, le Cameroun, et la Guinée équatoriale. Donc, bref, c'est un mouvement qui est forcément lié à une certaine dynamique stratégique des groupes bancaires français qui sont implantés dans différents pays africains. Est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si c'est par faiblesse que ces groupes-là se retirent? Je pense qu'il est difficile de répondre à cette question à ce stade de l'analyse parce que il s'agit d'abord des affaires. Ce sont des banques qui ont toujours fait de bonnes affaires dans les pays africains et qui auraient bien voulu continuer de faire ces affaires si tant il est que les conditions le permettent encore. Donc si elles se retirent, ça veut dire qu'il y a forcément des avantages, n'est-ce pas, sur d'autres marchés par rapport aux marchés africains. Mais relevons d'abord que là, nous parlons quasi totalement des banques commerciales. Parce qu'un groupe comme la Société Générale, dans plusieurs pays occidentaux, d'ailleurs, ça fait partie des plus grands groupes bancaires au monde, hein, mais en Afrique, notamment en Afrique centrale, vous avez la Société Générale qui est strictement une banque de détail, c'est-à-dire une banque commerciale. C'est la même chose pour pratiquement toutes les autres banques. Alors, la banque commerciale, c'est collecter les dépôts des clients, d'accord? L'épargne des clients, ce sont des dépôts généralement à court terme parce qu'il peut être réclamé à tout moment, il faut qu'il soit disponible. C'est d'octroyer les crédits, mais l'octroi des crédits, évidemment, ne peut s'adosser que sur les dépôts qui sont reçus, ce qui veut dire que ces banques ne peuvent pas, même dans la vocation de leur activité en tant que banque commerciale, n'ont pas la possibilité de donner des crédits à moyen et pire encore à long terme. Donc, elles ne peuvent faire que des crédits à court terme parce qu'il faut que cet argent-là soit rapidement fructifié et qu'il soit remis à la disposition des ayants droit. Les ayants droit, ce sont les épargnants qui peuvent à tout moment, n'est-ce pas, avoir besoin de ces liquidités-là. Alors, est-ce que dans ce contexte-là, et je relève qu'on a surtout les banques commerciales, il y a d'autres typologies que je pouvais relever, les banques d'affaires, les banques les banques d'investissement. Mais je reste à ce stade parce que peut-être que beaucoup de téléspectateurs, surtout dans la zone concernée, ne savent pas qu'il y a des banques d'affaires qui ont une vocation tout à fait haute, c'est-à-dire celle de financer véritablement une économie, financer les entreprises, les banques d'investissement pour les infrastructures plus importantes, n'est-ce pas? Donc, avec cette seule catégorie qui a émaillé, n'est-ce pas, l'économie de ces différents pays-là, on a bien vu sur des décennies durant que les économies-là n'ont pas pu décoller véritablement. Pourquoi? Parce que le système bancaire dans ces différents pays n'est constitué que des banques commerciales. Qu'elles soient françaises ou d'autres nationalités, tant qu'elles sont commerciales, elles ne sont pas à mesure, elles n'ont pas vocation à pouvoir financer l'économie pour déboucher sur la transformation structurelle, la création de valeur ajoutée, afin que véritablement on puisse, les différents acteurs et surtout les populations puissent en tirer profit. Donc, le retrait, n'est-ce pas, de ces banques françaises doit avoir une connotation stratégique et devrait être une migration vers d'autres marchés qui présentent pour ces dirigeants-là de meilleures opportunités d'affaires.
une connotation stratégique. Achille, que le docteur Jean-René Douma qui parle justement d'un retrait qui devrait avoir une connotation stratégique. Et on se rappelle quand même que la France, de plus en plus, on va le dire ainsi, décriée sur le continent africain pour ses pratiques, notamment dans tous les domaines. On va parler d'économie, de politique et tout le reste. Et est-ce que ce retrait stratégique peut également avoir un lien avec justement l'actualité, le contexte géopolitique africain du moment? Oui, je pense que Dr Douma a véritablement posé les bases de cette conversation. Je pense qu'il y a des facteurs techniques, n'est-ce pas, essentiellement, qui... c'est vrai qu'il y a également des facteurs exogènes, notamment politiques, qui peuvent également expliquer cela. Mais je dirais que le départ, n'est-ce pas, ce qu'on observe en termes de départ des grandes banques françaises d'Afrique peut être expliqué, n'est-ce pas, par rapport à plusieurs points. Premièrement, on peut parler de la réglementation, qui me semble être un élément important ici sur le plan technique. Alors, la réglementation, n'est-ce pas, notamment l'accord BAL 3, n'est-ce pas, l'accord BAL 3. Alors, c'est quoi? C'est un accord qui impose de nouvelles exigences de fonds propres, comme vous avez dit dans votre introduction, n'est-ce pas, à ces banques, et les oblige donc à mobiliser plus de capital, n'est-ce pas, pour couvrir les risques, n'est-ce pas, ce qui va donc poser un problème en termes de rentabilité pour ces banques-là. Donc, ces règles conçues, n'est-ce pas, principalement pour les économies avancées, sont particulièrement contraignantes pour certaines opérations, n'est-ce pas, dans les marchés émergents comme ceux d'Afrique, par exemple. Alors donc, ça c'est un premier point. Un second point, on peut penser à la perte d'influence de la France, n'est-ce pas, qui se manifeste par ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le panafricanisme, qui prend l'ampleur dans le continent et qui voit de plus en plus de peuples africains s'affirmer et vouloir leur indépendance. Et ceci a un impact également sur la perception des affaires, dans les affaires des banques françaises, qui sont, n'est-ce pas, des armes, n'est-ce pas, des membres, n'est-ce pas, le démembrement de l'influence française en Afrique. Alors donc, la diminution de l'influence économique, n'est-ce pas, et politique de la France, n'est-ce pas, a également, ou plutôt contribué également à ce retrait, c'est-à-dire que les banques françaises ne bénéficient plus du même soutien, n'est-ce pas, et des mêmes opportunités, n'est-ce pas, qu'elles avaient auparavant en termes de monopole qu'elles avaient. Donc, c'est un élément important parce que l'influence française empêchait justement qu'il y ait de la compétition pour ces banques françaises en Afrique. Maintenant que les pays africains s'affirment de plus en plus, il y a plus de compétition et plus d'acteurs, n'est-ce pas, sur ce marché-là. Donc, la compétition devient un peu plus difficile. Ensuite, on peut également penser à la concurrence des banques locales, n'est-ce pas, notamment des banques panafricaines. On a des banques comme cette grande banque marocaine qui s'appelle Attajari Wafa, n'est-ce pas, c'est une grande banque marocaine. Et ensuite, il y a la Bank of Africa, une autre banque marocaine, n'est-ce pas, qui fait également, qui se retrouve qu'on retrouve aujourd'hui dans toute la zone Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas, et donc qui s'implante de plus en plus également en Afrique centrale. Et il y a Ecobank également, qui est une grande banque africaine, n'est-ce pas, que vous connaissez, qui est basée au Togo. Et donc ces banques gagnent de l'importance en compétitivité. Donc ces institutions sont donc souvent mieux adaptées par rapport à l'environnement local, n'est-ce pas, africain, et donc offrent des services et des produits qui sont plus attractifs pour ces populations-là. Et enfin, on va parler, n'est-ce pas, de la rentabilité, n'est-ce pas, des marchés africains comparés au risque. Alors, les filiales africaines, n'est-ce pas, des banques françaises, n'est-ce pas, ont souvent affiché une rentabilité insuffisante, n'est-ce pas, par rapport au risque encouru. Alors ça, c'est de leur point de vue. Donc, les crises économiques et politiques, ainsi que, n'est-ce pas, les crises sanitaires qu'on a vécues récemment avec la Covid, ont certainement augmenté, n'est-ce pas, cette situation, ou aggravé cette situation qui rend donc le marché africain moins attractif pour ces banques-là.
sur le plan international. Donc voilà quelques éléments qu'on peut, n'est-ce pas, citer en gros pour expliquer, n'est-ce pas, les raisons du départ de ces banques-là. Je reste avec vous, hein, Achille, que au début de votre propos, vous avez justement mentionné la question de la réglementation, alors de la nouvelle réglementation. Vous avez fait allusion justement à l'accord BAL 3. Ce qui attire mon attention, en tout cas, c'est le 3. Ça veut dire qu'il y a certainement BAL 2 et il y a BAL 1. Peut-être revenir sur l'historique justement de cette réglementation et qu'est-ce qui change concrètement aujourd'hui justement avec cet accord BAL 3 qui pousse justement ces banques françaises à quitter le continent. Alors, c'est une très belle question, M. Jean-Luc, c'est une très bonne question. Je crois que ce serait intéressant de faire un petit historique, ou un bref historique, n'est-ce pas, de cet accord BAL. Tout à fait. Alors déjà, Bâle, c'est une ville suisse, n'est-ce pas, qui est située, n'est-ce pas, entre la France, je pense la France, l'Allemagne et la Suisse. Donc, voilà, donc cette zone a été choisie parce qu'elle, initialement, bon, elle a accueilli des grandes banques, n'est-ce pas, européennes, qui ont eu un impact, n'est-ce pas, sur le développement de l'Europe, n'est-ce pas, très tôt dans les années, au XXe siècle. Et donc, c'est une zone qui est un peu à cheval entre les trois pays et qui semble être une zone intéressante alors, pour les activités bancaires. Alors, BAL 1, l'accord BAL 1 a été mis en place en 1988, n'est-ce pas? C'était en réponse à la faillite, n'est-ce pas, de la banque allemande Herstatt en 1974, n'est-ce pas, et a donc essayé d'apporter des solutions à la crise bancaire de cette époque, n'est-ce pas, des années 80. Donc, les principales mesures qui ont été prises lors de cet accord, de ce premier accord BAL 1, étaient, n'est-ce pas, l'introduction de ce qu'on appelait le ratio Cook, n'est-ce pas. Alors, ce ratio oblige, n'est-ce pas, les banques à détenir un minimum de fonds propres, n'est-ce pas, qui était estimé à environ 8%, n'est-ce pas, de leurs actifs pondérés, n'est-ce pas, à travers le risque. Donc, ça, c'était BAL 1 à l'époque. Donc, l'objectif de ce BAL 1, c'était d'établir un cadre approprié pour permettre aux banques, n'est-ce pas, d'avoir des fonds propres, et, n'est-ce pas, afin donc de réduire les risques systémiques, n'est-ce pas, qui pouvaient exister. Ensuite, il y a eu BAL 2 qui a été mis en place en 2004. Alors, celui-ci également a été en réponse, n'est-ce pas, à la complexification des produits financiers, n'est-ce pas, ainsi que pour pallier aux insuffisances de BAL 1. Alors, l'objectif, donc, c'était d'améliorer, n'est-ce pas, la gestion des risques ainsi que la stabilité financière à travers les banques, n'est-ce pas, le réseau de banques européens. Donc, les mesures qui ont été prises dans ce BAL 2, c'était, n'est-ce pas, d'augmenter les exigences minimales, n'est-ce pas, de fonds propres, n'est-ce pas, pour le risque de crédit ainsi que le risque de marché, n'est-ce pas, pour ces banques-là. Donc, il fallait également ensuite augmenter la supervision prudentielle, n'est-ce pas, de ces banques pour évaluer leur capacité à gérer les risques. Oui. Et enfin, il fallait également instaurer une discipline de marché, n'est-ce pas, n'est-ce pas, en exigeant, n'est-ce pas, plus d'informations, n'est-ce pas, à partager avec les instances, n'est-ce pas, qui supervisent ces banques-là. Donc, ça, c'est BAL 2. Ensuite, BAL 3 a été mis en place en 2010. Oui. Alors, BAL 3, c'est un ensemble de réformes internationales, n'est-ce pas, qui ont été élaborées par ce comité, le comité de BAL, n'est-ce pas, sur le contrôle bancaire, n'est-ce pas, pour répondre effectivement à la crise financière récente de 2007-2008, n'est-ce pas. Donc, c'était une crise majeure. Et donc, ces réformes visaient donc à renforcer la réglementation, n'est-ce pas, ainsi que la supervision n'est-ce pas, et la gestion des risques, n'est-ce pas, pour ces banques-là. Donc, ce sont ces éléments qui ont forcé donc, plutôt amené donc les leaders, n'est-ce pas, du marché européen, des banques européennes, à revoir, n'est-ce pas, ce qui a été décidé avec BAL 2.
Alors, donc, il fallait renforcer la solidité, n'est-ce pas, financière, n'est-ce pas, des banques, n'est-ce pas, qui étaient un petit peu en deçà des attentes, n'est-ce pas, et cela devait se faire en exigeant, n'est-ce pas, une augmentation du capital et en introduisant, n'est-ce pas, des coussins de capital supplémentaires pour minimiser le risque. Voilà, donc il fallait également améliorer la gestion des risques, comme on l'a dit, et il fallait donc réduire également l'effet de levier. Alors, en termes d'amélioration de gestion de risque, il était ici nécessaire, n'est-ce pas, d'intégrer plus d'exigences, n'est-ce pas, en matière de liquidité et de levier pour ces banques-là. Parce que, comme on a connu les banques ici, par exemple, des États-Unis, qui étaient too big to fail, n'est-ce pas, des grandes banques qui étaient très dangereuses pour le système. Donc, il fallait augmenter un petit peu, n'est-ce pas, ces exigences-là. Alors, essentiellement, qu'est-ce que ça constituait? Il fallait donc augmenter, en termes de capital de base, le ratio minimum de fonds, n'est-ce pas, le ratio minimum de fonds propres, n'est-ce pas, qui a été porté à 4,5%, n'est-ce pas, des actifs pondérés en fonction des risques, et contre 2% de ces mêmes actifs, n'est-ce pas, pour Bâle 2. Vous voyez, donc ça veut dire qu'effectivement, ça va entamer un peu les profits, n'est-ce pas, de ces banques-là. Il fallait augmenter également un coussin de conservation du capital et ensuite il fallait également augmenter le coussin de contracyclique, n'est-ce pas, ce qu'on appelle coussin contracyclique. C'est un autre coussin qui est imposé par les autorités locales de chaque pays, notamment en période de forte croissance économique. Donc, il y a ces éléments-là. Il fallait également augmenter les ratios de liquidité qui, n'est-ce pas, permettent, n'est-ce pas, de détenir suffisamment d'actifs liquides, n'est-ce pas, en termes n'est-ce pas, de liquidité. Il fallait avoir un certain nombre plus élevé d'actifs liquides de haute qualité pour couvrir, n'est-ce pas, les sorties nettes, n'est-ce pas, de trésorerie sur une période, notamment une période de 30 jours. Et donc, ça, c'est un élément critique également, n'est-ce pas, qui sort de cet accord-là. Donc, il y a énormément de petits détails techniques comme ça que je peux partager avec vous, mais véritablement, il fallait donc renforcer, n'est-ce pas, les capacités du système bancaire général à pouvoir résister, n'est-ce pas, aux risques systémiques qui pouvaient arriver à tout moment, qu'on a eu à constater pendant 2007-2008, pardon. D'accord, voilà, nous allons rapidement prendre cet élément, un élément en tout cas qui nous renseigne sur l'expansion d'Ecobank du côté de la Côte d'Ivoire, question de mieux, d'avoir plus d'éléments justement, de nous rendre compte en tout cas de l'évolution rapide de l'expansion de ces banques africaines-là. Et on se retrouve juste après pour justement recevoir également notre troisième invité qui nous a rejoint à l'instant. Nous avons été notifiés là par la technique. Donc nous prenons cet élément avec le concours de la technique. Nous revenons juste après pour le recevoir et pour continuer avec le décryptage de ce sujet. Dans un monde en perpétuelle évolution, avec des défis quotidiens, nous avons une vision différente de la banque d'aujourd'hui, de la banque de demain. Un projet emblématique, une vision audacieuse dans laquelle nos clients se concentrent sur l'essentiel. Et si vous aviez 45 minutes de plus dans votre journée, qu'est-ce que vous en feriez? Notre nouvelle agence est le symbole de notre engagement envers l'innovation et l'excellence. Son architecture avant-gardiste et son design novateur reflètent notre volonté de repousser nos limites et de créer un environnement inspirant pour nos clients et nos collaborateurs. Le parcours client est optimisé pour une expérience fluide avec des solutions digitales qui réduisent les files d'attente et offrent une plus grande autonomie. Chaque détail a été pensé pour créer une expérience bancaire unique. Des innovations technologiques de pointe, des écrans interactifs, des bornes libre-service offrant l'accès à nos produits digitaux. Obtenez des conseils et un accompagnement personnalisé pour faire fructifier votre entreprise et atteindre vos objectifs de croissance.
Bénéficiez de la possibilité de souscrire à nos produits d'assurance directement dans nos agences pour une gestion simplifiée de vos besoins en matière de protection. Découvrez notre espace Agora, un lieu dédié à la formation sur nos services et aux tutoriels, des formations sur des sujets qui vous importent. Un nouveau concept d'agence bancaire avec un parcours client optimisé, une attente minimale en compagnie d'un personnel hautement qualifié. Avec nous, entrez dans un monde différent. Nos clients Premier Banking bénéficient d'un espace dédié pour leurs opérations. Dans un monde d'innovation et d'efficience qui vous offre plus de temps pour l'essentiel, pour ce qui compte vraiment. Nous serons à vos côtés. Nous sommes à vos côtés. Voilà, c'était donc cet élément sur la nouvelle agence d'Ecobank du côté de la Côte d'Ivoire, cette banque africaine dont vous parliez déjà tout à l'heure, Achille Eke, qui poursuit son expansion à travers l'Afrique. J'ai envie de vous demander, peut-être avant de revenir à vous, accueillir le docteur Célestin Tchakounte Lengue, économiste, écrivain, auteur du livre « Les privatisations en Afrique, l'exemple du Cameroun ». Docteur Tchakounte Lengue, bonsoir et bienvenue. Docteur Tchakounte, vous me recevez? Alors, des soucis de liaison avec le docteur Célestin Tchakounte Lengue, espérons qu'il nous revienne assez vite. Alors, je vais me retourner vers vous, docteur Jean-René Ndoumba. Est-ce que, finalement, ces accords de Bâle 3, est-ce qu'elles s'appliquent à toutes les banques à travers le monde, y compris les banques africaines dont nous sommes en train de parler? Oui, le PDG a suffisamment décortiqué ces accords. Il est mieux placé pour en connaître les contenus les plus spécifiques. Vous avez dû le constater. Ces accords s'appliquent à tout le système bancaire au monde, en particulier. Oui, mais comment comprendre alors qu'aujourd'hui, si les banques françaises soient pratiquement incapables aujourd'hui de rester leaders face à la concurrence des réseaux bancaires panafricains, quand on sait que ces mêmes accords s'appliquent à ces réseaux bancaires qui prennent d'ailleurs de l'ampleur sur le continent? Est-ce que c'est dû peut-être à des nouveautés dans ces banques africaines? Parce qu'on se rend compte tout à l'heure avec cet élément, par exemple, que les banques africaines mettent du paquet côté technologique, côté services de pointe. Qu'est-ce qui explique justement cette perte de leadership des banques françaises? Alors, on a évoqué la montée du panafricanisme. Okay? Parce qu'il y a évidemment des facteurs, on va dire, géopolitiques qui expliquent également cette mouvance-là. La France a toujours eu en Afrique un lit tranquille pendant des décennies. Et depuis un certain nombre d'années, les Africains ont commencé à pointer du doigt les tares, n'est-ce pas, de ce partenariat qui était totalement déséquilibré. Je parle même de partenariat, je suis gentil. Donc, même si les accords de Bâle s'appliquent à tous les acteurs du système bancaire au monde, il n'y a que la France avait une grande influence sur le système bancaire africain en général, mais en particulier la zone franc. Vous savez que là aussi, il y a d'autres accords spécifiques qui concernent uniquement la zone franc pour donner des avantages faramineux à la France. Donc, à partir de ce moment-là, avec les réclamations qui sont en cours, y compris les réclamations liées à la sortie du franc CFA des États de la zone franc, il est clair que le retrait de ces banques françaises, le retrait progressif de ces banques françaises ne peut pas, encore une fois, être un fait de hasard. Et on se demande même si les dirigeants de ces banques n'ont pas des informations des politiques français qui iraient dans le sens même d'un changement drastique
du système bancaire au niveau de la zone franc CFA. Parce qu'il est anormal qu'un citoyen qui a presté, par exemple, en Europe, que ce soit à partir du Cameroun ou étant en Europe ou aux États-Unis ou en Chine, qui a été rémunéré en devises, qu'il soit au Cameroun ou pas, qu'on décide qu'il soit payé en francs CFA. Parce que celui qui paye sa facture, il ne paye pas en francs CFA. Pourquoi est-ce que s'il est payé, par exemple, en dollars américains, il ne peut pas avoir un compte au Cameroun, dans une banque locale, un compte de devises, dans lequel on vire véritablement ce montant-là, mais stipulé en dollars américains? Vous savez, il y a tellement d'aberrations, et ça, ce sont des particuliers. Hein. Quand je prends le cas des hommes d'affaires, des entrepreneurs de haut rang, c'est encore plus compliqué. Il y a trop de restrictions, trop de limitations qui font en sorte que l'activité entrepreneuriale est étouffée. Elle est pratiquement étouffée, elle est asphyxiée. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous constaterez que ce retrait des banques françaises de ces différents pays a aussi des conséquences sur ce marché-là. Parce que pendant qu'elles y étaient, il y avait des transactions qui se faisaient, on va dire, plus aisément. Parce que la France ayant cette influence-là, cette aisance dans les transactions, n'est-ce pas, donnait aussi des avantages, surtout aux groupes français, mais qui sont encore là. Donc, le fait de partir crée quand même un certain nombre de problèmes qui devraient trouver des solutions très rapidement dans une phase transitoire, des solutions qui pourraient éventuellement venir d'autres banques qui s'installent à leur place. Mais j'ai évoqué la réglementation. Vous savez bien que la réglementation au niveau de la zone franc n'est pas faite par les Africains. Elle est taillée sur mesure par la France et donc impose le fonctionnement de ces différentes banques strictement commerciales au niveau de ces différents pays concernés ici. Donc, il y a un problème majeur, au-delà du fait que ces banques sont en train de se retirer, il y a un problème majeur qui peut se décliner en deux volets. Il y a le volet de la réglementation qui fait que même si le franc CFA continue d'avoir cours, n'est-ce pas, les banques qui sont là ne peuvent que fonctionner dans le cadre de la réglementation qui a été mise en place. Vous ne pouvez pas faire des transactions sans que ça passe par la BEAC, par exemple pour la zone CEMAR, sans que ça transite par le Trésor français, etc., etc., etc. Ça ne va pas changer parce que quelques banques françaises sont en train de céder leurs actifs. La deuxième chose, c'est le franc CFA, qu'il faut suffisamment pointer parce que le franc CFA, ce n'est pas qu'une monnaie, c'est tout un système qui a été mis en place pour aspirer les efforts des Africains qui utilisent ce papier-là. Tous les efforts qui sont faits permettent d'alimenter la France et à travers la France, même les États-Unis, parce que le franc CFA est adossé à l'euro est adossé au dollar, donc forcément le franc CFA a un lien avec le dollar américain. Donc voilà un peu des questions fondamentales qui sont liées à ce mouvement qu'on ne devrait pas voir de manière assez superficielle, mais il y a des éléments qui vont nous permettre de rentrer davantage dans l'analyse et au sortir de nos échanges ce soir, qu'on puisse véritablement dire à nos téléspectateurs la direction que la dynamique monétaire et financière dans ces différents pays est en train de prendre, parce que le monde financier est en train de bouger depuis des décennies. Il ne faut pas oublier cela. Donc voilà un peu à ce stade-ci ce que je peux relever, puisqu'il y a également d'autres aspects qu'on peut évoquer le temps que les autres également prennent la parole, notamment le docteur Diakouté s'il est déjà là. D'après notre magazine Financier Investir, encore une fois, c'est toujours un grand plaisir pour nous porter émission pour nous chaque semaine. Moi, quand tout apprendre en pile de ce qui a passé en Afrique, de on attendait là qui semblait avec Haïti, qui contraint que gagner et nous comprenons l'importance du financement. Donc nous espérons que nous mieux comprendre le mouvement Citibank là
qui est entré dans le cadre global de l'institution financière du Nord, le Grand Nord, pays plus riche, en dans le Sud là, nous-mêmes, comment pour nous organiser, pour nous avancer avec. Donc, c'est pas un cas haïtien, c'est un cas mondial, donc il faut nous renforcer tête. Nous créons une petite rubrique lutte contre l'impunité et la corruption, puisque c'est ça que le gouvernement dit, donc nous avons suivi. Et il y a pile parole qui a parlé dans la ville là, particulièrement sur les réseaux sociaux, nous parlons d'intention à alimenter ça. Mais il y a une plainte formelle que vous déposé beaucoup de ULCC contre 3 membres du conseil présidentiel là, qui accusé qui demandé une grosse somme d'argent à l'actuel président BNCA pour conserver place. Donc, nous connaissons que le problème qui est la gestion de l'État, et ça a commencé depuis longtemps, mais surtout, nous avons parlé de régime politique, nous avons particulièrement au niveau du Parlement, le parlementaire a été développé, ça sérieusement, et la corruption a été élargie, et bien, je dis à son affaire de vente de postes. Même pas qu'à penser réellement que je dis, dans ce pays là, et gens que groupe monde ça retrouvé dans tête pays pour non yo ta capable à parler comme ça. Alors on t'a poser question. Comment vous mettez procédure, normes dans CPTA, parce que ce n'est pas des gens qui sont obligatoirement obligés de rester pendant toute période là, si vous font des grave, vous supposez que vous tuez un monde. Tout ça, il faut regarder. On ne peut pas parler de constitution, mais c'est même bagarre là. Monsieur, dame, il n'est pas supposé là pour nombre de mois que là, non? Si il y a des fautes graves qui sont faites, donc on t'a aimé connaître comment ça va le réaliser, qui réunion qu'a fait, parce que pour image, tête pays aujourd'hui, pour obtenir des paroles, ça, bon, réseaux sociaux qu'on exagéré, mais on dépose une plainte formelle et ULCC confirmé, le service compétent lui dit que il a sollicité avis pour être capable d'avancer à dossier ça. Donc on a regardé comment que même conseil présidentiel pour gérer le dossier ça. Et si ça t'est arrivé, parce que c'est des allégations, mais si l'accusations viennent fondées et gain preuve, puisque c'est des acteurs qui ont la parole ça, comment ils vont le remplacer les gens qui sont dans l'organisation. Donc ceci est très important, il faut suivre. Et c'est là pour nous commencer par exemple en transition. Et ça fait que au bord du pouvoir, nous ne parler, nous allons gérer, nous allons ceci, nous allons changer. Et nous, c'est même vieilles habitudes, le comportement, culture, ça va être dû, c'est pas facile pour changer dans ce sens. Pendant la période de LCCA, nous avons des jeunes gens qui ne sont pas vrais, qui ne sont ça avec moi. Monsieur Peterson Noël, nous mettons un petit bagage pour monsieur Bokotu LCCA tout, puisque monsieur te dit qu'il un chèque moins $15 000. Et bien donc, est-ce que monsieur va déchirer un chèque pied élevé? Donc, il faut checker monsieur sous track ça. Et pour LCC, tendez ça tout, parce que c'est la bataille, pas seulement contre la corruption, mais contre l'impunité que nous prônons également à travers l'émission ça. Nous remercions tout le monde, nous espérons, comme d'habitude, nous apprendre, partager ça, nous apprendre, renforcer l'éducation financière là, en lutter contre la corruption, en lutter contre l'impunité, en changer culture dans le pays. Ça, si nous voulons que réellement, ça va faire la conférence nationale là, changement de constitution, pour nous atteindre les résultats, il faut que nous travaillions et travail là, pas facile. C'est un marathon que nous avons couru, ce n'est pas une course sans mètres que lié. Nous saluons tout le monde, à la semaine prochaine.